Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le lundi 7 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, et dans la partie qu'il consacre à Emmanuel Kant. Alors là j'entame le sous-chapitre sur l'esthétique transcendantale. C'est le sous-chapitre de la critique de la raison pure. Voilà. Donc je profite de cette lecture pour essayer de préciser un petit peu le travail que je fais sur mécaniqueuniverselle.net, où j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Je vous renvoie à la lecture de ce site. Voilà, je commence ma lecture. Donc, je reprends un petit peu en haut. L'esprit humain, c'est un organe actif qui coordonne les sensations, qui transforme la multiplicité chaotique de l'expérience en l'unité ordonnée de la pensée. Mais comment? Point d'interrogation. Petit 1, l'esthétique transcendantale. L'effort nécessaire pour répondre à cette question, pour étudier la structure inhérente à l'esprit ou les lois innées de la pensée, c'est ce que Kant appelle la philosophie transcendantale, parce qu'il y a là un problème qui dépasse l'expérience des sens. J'appelle transcendantale toute connaissance qui ne porte point tant sur des objets que sur nos concepts a priori des objets. Il y a deux degrés, deux paliers dans cette transformation de la matière première des sensations en pensée réalisée. Le premier degré, c'est la coordination des sensations par l'application des formes de la perception, l'espace et le temps. Le second degré, c'est la coordination des perceptions ainsi produites par l'application des formes de la conception, les catégories de la pensée. Kant, employant le mot esthétique dans son sens étymologique et originel, c'est-à-dire en tant qu'il signifie sensation ou sentiment, ah d'accord, esthétique, sensation ou sentiment, appelle l'étude du premier de ces degrés l'esthétique transcendantale. Et en se servant du mot logique pour désigner la science des formes de la pensée, il appelle l'étude du second degré dans la logique transcendantale. Ce sont là des expressions terribles dont le sens véritable se développera au fur et à mesure de l'argumentation. Une fois cette difficulté surmontée, la route qui mène à Kant sera relativement aisée. Eh bien, je vais dire que ces difficultés, elles ne sont absolument pas surmontées. J'ai lu tout cela comme si c'était une langue étrangère. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent bien la philosophie, c'est parfait. Mais bon, voilà, espérons que je trouverai quelques arguments pour pouvoir développer un petit peu mes propres pensées. Qu'est-ce que l'on entend? Je reprends. Qu'est-ce que l'on entend au juste par sensation et perception? Et comment l'esprit transforme-t-il les sensations en perception? Alors, les sensations en perception. Par elle-même, une sensation n'est que la simple conscience d'un stimulant. Ah, intéressant. J'ai conscience qu'il qu'il fait froid. Voilà, j'ai conscience qu'il y a du froid là autour. Par exemple. Nous avons un goût sur la langue, une odeur dans les narines, un son dans l'oreille, une température sur la peau, un éclair de lumière sur la rétine, une pression sur les doigts. C'est le commencement confus de l'expérience. C'est ce que le petit enfant possède dans les premiers jours de sa vie mentale. D'accord, c'est la perception. Il est conscient, en somme, de ressentir quelque chose. Ce n'est pas encore de la connaissance, mais que ces sensations diverses se concentrent sur un objet dans l'espace et le temps, cette pomme par exemple, que l'odeur dans les narines, le goût sur la langue, la lumière sur la rétine,
la pression révélatrice de la forme sur les doigts et la main se réunissent et se concentrent sur cette chose, et nous avons alors bien moins la conscience d'un stimulant que celle d'un objet spécifique. La sensation s'est convertie en connaissance. Voilà, donc j'ai froid, j'ai un petit peu de la fraîcheur qui passe dans mon dos. J'ai commencé à réfléchir à l'ensemble de cette perception et j'ai réalisé qu'une fenêtre était ouverte de l'autre côté. Voilà, donc il y a une prise de conscience des choses. Mais encore, cette conversion, ce groupement, se sont-ils faits automatiquement? Est-ce d'elles-mêmes, spontanément et naturellement, que les sensations se sont groupées et ordonnées pour devenir perception? Oui, disaient Locke et Hume. Pas du tout, dit Kant. Ah, alors donc, les sensations se regroupent pour devenir perception. Donc perception, c'est connaissance, apparemment. Ça, c'est très important. Je devrais relire même l'ensemble pour comprendre ce qui a été dit avant. Mais je le ferai peut-être plus tard. Car ces sensations si diverses nous arrivent par divers canaux des sens, par un millier de nerfs afférents qui passent de la peau, de l'œil, de l'oreille, de la langue, dans le cerveau. Quelle cohue confuse de messagers se presse en foule dans les cases de l'esprit pour attirer l'attention. Rien d'étonnant à ce que Platon ait parlé du tumulte des sens et laissé à elles-mêmes ces sensations restent en effet à l'état de cohue, de multiplicité chaotique, misérablement impuissantes, attendant de leur coordination un sens, un but, une valeur. Bien sûr, mais ça, elle n'existe pas sans sens en réalité. Même dans quelque chose de tout à fait primaire chez nos cousins primates, voilà, ils vont avoir un bruit, une odeur, un truc, les poils qui se hérissent, ils ont un sentiment de danger, ça reste au niveau c'est une sensation, mais il y a tout de suite quelque chose qui vient derrière, qui anime une perception, même si elle est involontaire, la fuite par exemple, ou la vigilance. Les messages apportés au général des innombrables secteurs d'un champ de bataille pourraient tout aussi aisément se rassembler d'eux-mêmes pour se muer en ordre intelligent. Non, il y a un ordonnateur de cette foule de messages, un pouvoir de direction et de coordination qui ne reçoit pas seulement, mais qui saisit ces atomes de sensations et les convertit en perception. C'est là où la lecture de ces philosophes est quand même vraiment intéressante. Et surtout quand c'est extrêmement bien résumé par un vulgarisateur de la philosophie comme Will Durant. Remarquez d'abord que ces messages ne sont pas tous acceptés. D'innombrables forces agissent sur votre corps à ce moment. Une véritable tempête de stimuli assaille les extrémités nerveuses qu'à la manière des amibes, vous tendez à l'expérience du monde externe. Mais toutes ces sensations ne sont pas retenues. Seules le sont celles qui peuvent être transformées en perceptions appropriées à votre besoin immédiat, ou encore celles qui donnent ces impérieux avertissements de danger qui s'imposent toujours. La pendule fait entendre son tic-tac, et vous ne l'entendez pas, mais sans qu'il se fasse entendre plus fort qu'auparavant, vous l'entendrez de suite si cela répond à votre intention. La mère endormie près du berceau de son enfant reste sourde au tumulte et au bruit de la vie qui l'entoure. Mais que l'enfant fasse un mouvement et la mère aussitôt sort de son engourdissement pour revenir à l'état de veille, comme un plongeur qui remonte en hâte à la surface des flots. S'agit-il d'une addition? Le stimulus 2 et 3 amène la réponse 5. S'agit-il d'une multiplication? Le même stimulus, les mêmes sensations auditives 2 et 3 amènent la réponse 6.
L'association des sensations ou des idées ne se fait pas seulement par continuité dans l'espace ou le temps, ni par similarité, ni par convenance, fréquence ou intensité de l'expérience. Elle est surtout déterminée par l'intention de l'esprit. Les sensations sont des servantes. Elles attendent d'être appelées. Elles ne viennent pas à moins que nous n'en ayons besoin. Il y a un agent de sélection et de direction qui les emploie et leur commande. Outre les sensations et les idées, il y a l'esprit. D'accord, sensation, idée, il y a l'esprit qui commande, le générateur, en fait, l'ordonnateur de l'existence. Voilà. Si il y a l'odeur d'un fruit, quelque chose, si j'ai pas faim, si j'ai pas la nécessité de manger, je vais juste le détecter, mais il n'y aura pas l'intention qui viendra par-dessus agir. Donc il y a la partie des sensations qui ne montent pas à la conscience intentionnelle, voilà, qui restent à un degré de conscience juste sensitive. Et je pense que ces sensations basiques que l'on ressent dans l'état d'extase, puisqu'il n'y a pas d'intentionnalité. Donc c'est quelque chose qui est accueillant. On accueille ces sensations. Dans la contemplation, c'est ce qui se passe. On est dans l'accueil de ces sensations. Si on est vraiment dans un état de pur relâchement, de concentration, d'extase, de nirvana, de béatitude, on reçoit les choses sans leur attribuer donc sans que l'esprit ait besoin d'intentionnalité. Cet agent de sélection et de coordination emploie, d'après Kant, deux méthodes très simples pour la classification des matières qui lui sont offertes. Le sens de l'espace et le sens du temps. Ah bon, alors on est comme ça là. Je travaille. Pourquoi voilà, j'ai senti ce courant d'air. Ah oui, bien sûr, le sens de l'espace à ce moment-là. J'ai cherché d'où venait cela. Ok. De la même manière que le général dispose les messages qui lui parviennent, d'après le lieu et l'heure de leur rédaction, et réussit à en faire un système ordonné, de même l'esprit localise ses sensations dans le temps et l'espace, les attribuant ici à tel objet, là à tel autre, au présent ou à tel instant passé. L'espace et le temps ne sont pas des choses perçues, mais des modes de perception, des moyens de donner un sens aux sensations. L'espace et le temps sont des organes de perception. Ils existent a priori, parce que toute expérience ordonnée les implique et les présuppose. Je ne sais pas ça. Pourquoi les organes de la perception, donc de la conscience, seraient avant la sensation? Bon, peut-être. Sans eux, les sensations ne pourraient jamais devenir des perceptions. Ils existent a priori parce qu'il n'est pas concevable que nous puissions jamais faire une expérience ultérieure qui ne les implique aussi bien. Ben pourtant, dans l'extase, c'est là où ça sera intéressant à analyser ça, parce que dans l'extase, il n'y a pas besoin donc de perception. On ressent, on jubile, etc. Autant que je me rappelle de cet état, de cette expérience. Il y a la jubilation, le cerveau se demande même pas ce qui se passe. Parce qu'en fait, je ne me suis pas demandé pendant cette semaine d'extase qui a été accidentelle, je ne savais pas que j'étais en état d'extase, je ne me suis pas posé la question. Il n'y a pas eu d'intentionnalité, je n'ai pas réfléchi à ce qui se passait. J'accueillais la sensation
d'amour absolu qui est l'émanation de l'extase, j'accueillais cette sensation de plénitude terrible, d'éveil intégral, etc., sans me poser aucune question. Donc il est possible que que la perception soit bien après la sensation. Je ne sais pas. Voilà, ça stimule cette réflexion. Et parce qu'ils sont a priori, leurs lois, qui sont celles des mathématiques, sont a priori absolues et nécessaires, éternelles. D'accord. Alors, peut-être que Kant a commis une erreur. Peut-être que parce qu'apparemment il n'a pas fait l'expérience extatique, peut-être qu'il n'a pas tout compris. Bon, je le dis comme ça, je n'en sais rien. Il n'est pas seulement probable, il est certain que nous ne trouverons jamais une ligne droite qui ne soit le plus court chemin entre deux points. Les mathématiques, à tout le moins, sont à l'abri du scepticisme dissolvant de David Hume. Et ça n'est pas sûr, parce que si le monde est courbe, et peut-être c'est la courbe qui est la plus importante, si l'univers est courbe, c'est peut-être la courbe qui est la ligne, le plus court chemin entre deux points. Qui le dit? Pour l'instant, nous n'en savons rien. Toutes les sciences peuvent-elles être sauvées de la même manière? Oui, si leur principe fondamental, la loi de causalité, qui veut qu'une cause donnée doit toujours être suivie d'un effet donné, peut se révéler comme l'espace et le temps, tellement inhérents à tous les procédés de l'entendement qu'on ne saurait concevoir aucune expérience ultérieure capable d'y échapper ou d'y contredire. La causalité est-elle aussi a priori? Est-elle une condition indispensable et préalablement nécessaire de toute pensée? La causalité. Alors, moi, je ne vais pas me plaindre de la causalité, puisque la théorie que je défends sur la mécanique universelle, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, est une sorte de cheminement de la causalité. Nous avons, à partir du moment où nous nous sommes distingués des autres primates, où nous avons construit un monde culturel, etc., où nous préférons instinctivement le bonheur au malheur, les bonnes sensations à la souffrance, etc. Tous ces mécanismes de sensation qui nous font désirer certaines choses et en repousser d'autres, donc plutôt désirer être en paix plutôt qu'être en guerre, plutôt désirer être bien avec ses amis, ses voisins, plutôt qu'être en guerre ou en compétition. Toutes ces valeurs-là, plutôt être bon avec ses enfants, avec ses parents, etc., plutôt que l'inverse, toutes ces sensations, toutes ces valeurs qui se ramènent à la sensation, qui nous font fuir la souffrance et préférer le bonheur de l'autre côté, préférer le plaisir, toutes ces sensations ont conduit notre espèce à développer des lois en pagaille pour empêcher autrui de maltraiter ses congénères, pour apaiser le plus possible l'humanité, pour apaiser l'homme, pour donner du bonheur de plus en plus à l'homme. Toutes ces lois sont là, même si on a l'impression que les choses régressent parfois, mais en règle générale, l'ensemble humain qui préfère le plaisir à la souffrance conduit l'évolution humaine à aller toujours vers plus de plaisir, plus de bonheur, plus de joie, que de souffrance, que de peur, que de crainte, etc. Donc se protéger des dangers de plus en plus, de mieux en mieux,
avoir un confort de mieux en mieux adapté, même si voilà, notre évolution comme elle est encore inconsciente. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle, qu'il est temps de passer à une évolution consciente, à prendre conscience du chemin que trace notre évolution intuitivement, pour le voir consciemment et dire, bon ben, on va adapter notre comportement dans ce sens-là, puisque c'est notre sens, puisque c'est le chemin de l'humanité, puisque nous allons vers cet état-là, nous allons vers une amélioration constante pour atteindre un état, selon moi, alors là par contre, de perfection ultime, de perfection indépassable. Donc l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà. J'explique pourquoi je dis ultime, parce qu'en fait l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. Elle ne peut pas être mieux que ce qu'elle est, donc elle est parfaite au fond, elle est arrivée, elle est au point de perfection pour le temps donné, à l'instant précis là où je parle, l'humanité est parfaite pour ce moment. Mais elle est perfectible, c'est-à-dire qu'il faut encore qu'on améliore toutes les imperfections qui sont là pour la conduire à son ultime perfection, où il n'y aura plus de choses à améliorer. Le système aura atteint sa perfection indépassable. L'homme ne sera plus un loup pour l'homme, la paix universelle sera réussie, voilà, et techniquement la planète fonctionnera à merveille. Voilà. Pour tout le monde, il n'y aura plus tout ce que nous connaissons et qui engendre encore de la souffrance et du bonheur, du plaisir, mais aussi de la souffrance. Voilà, on est encore avec des valeurs comme la compétition féroce, comme la guerre, comme la violence, comme le mépris du pauvre. Enfin, bref, il y a un tas de souffrances qu'on dépassera, que l'humanité dépassera. Par obligation, elle ne pourra pas en laisser de côté. Parce que à chaque fois, de décennie en décennie, de siècle en siècle, on règle des problèmes. Alors, on ne peut pas accélérer le temps, on ne peut pas, en claquant des doigts, faire que l'humanité devienne parfaite comme ça. Elle a son propre chemin, il faut que tout se développe de manière plus ou moins harmonieuse. Il y a une sorte d'harmonie là-dedans. La conscience doit se développer au même rythme que le progrès technique, etc. Ça serait insupportable si ça allait trop vite ou trop lentement. Quand c'est trop lent, le monde se met en révolution. Quand c'est trop rapide, le monde se met en réaction. Voilà, il refuse qu'on aille très vite. Voilà, en ce moment, c'est le cas. Là, il y a deux forces qui s'opposent, les réactionnaires et les ultra-progressistes. Les ultra-progressistes voudraient, bon, dans la philosophie dont ils parlent, comme d'un péché capital, le fait d'être woke, le wokisme, c'est-à-dire aller vraiment regarder les injustices, etc. Alors évidemment qu'il y a un danger d'aller dans l'excès de cette chose-là, d'aller ou même avec, bon ben voilà, puisque telle communauté nous a fait souffrir, il faut qu'elle souffre à son tour. On pourrait tomber dans des excès comme ça, où on pourrait aller dans des excès progressistes qui sont insupportables pour l'humanité, pour une grande partie de l'humanité, à part pour les hyper progressistes, mais qui sont qu'une infime minorité. Donc, ça soulève un monde réactionnaire qui freine cette évolution. Elle ne l'arrêtera pas, l'évolution. Bien sûr que ça continuera, le wokisme arrivera au bout, c'est-à-dire le monde le monde occidental devra s'excuser de son comportement et en même temps montrer qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait complètement. Voilà, il ne sera pas condamné au pilori,
mais il faudra qu'il restaure les sociétés qu'il a maltraitées. C'est légitime, c'est tout à fait normal. Mais il y a un rythme, voilà. On ne peut pas aller plus vite que l'humanité. De toute manière, les résistances s'élèvent tout de suite quand il y a un système comme ça. Et après, ça rééquilibre. Bon, cet équilibre est là, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, on doit aller vers cette finalité. Alors, je me demande si je lis le petit 2, l'analytique transcendantale. 25, oui, je vais le faire. C'est ainsi que nous passons du vaste champ de la sensation et de la perception dans la sombre et étroite chambre de la pensée, de l'esthétique transcendantale à la logique transcendantale. Et tout d'abord, il s'agit de dénommer et d'analyser ces éléments de notre pensée qui ne sont pas tant fournis à l'esprit par la perception que donnés à la perception par l'esprit. Ces leviers qui haussent la connaissance perspective des objets jusqu'à la connaissance conceptuelle des rapports, des séquences et des lois. Ces instruments de l'esprit qui transforment en science l'expérience épurée. Tout comme les perceptions groupées, les sensations autour d'objets dans l'espace et le temps, ainsi la conception groupe les perceptions, objets et événements autour des idées de cause, d'unité, de relation, de nécessité, de contingence, etc. Et c'est clair que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection et le résultat de ce travail, bien sûr. Voilà, c'est le résultat de ce principe. Et c'est le résultat de notre évolution. Le primate naturel, notre cousin, n'a pas eu la même forme d'évolution. Donc, il ne peut pas concevoir la finalité du temps, de notre temps, imaginer la fin des temps de l'humanité, par exemple. De nécessité, de contingence, etc. Ces catégories et d'autres encore forment la structure des perceptions. Elles les classent et les façonnent en concepts ordonnés de la pensée. Elles sont l'essence même de la marque distinctive de l'esprit. L'esprit est la coordination de l'expérience. Ici encore, remarquez l'activité de cet esprit qui, pour Locke et Hume, n'était qu'une cire molle sous les coups de l'expérience sensible. Alors ici encore, remarquez l'activité de cet esprit qui, pour Locke et Hume, n'était qu'une cire molle sous les coups de l'expérience sensible. Considérer un système de pensée comme celui d'Aristote. Peut-on concevoir que cette ordonnance presque cosmique de données ait pu naître de la spontanéité automatique et anarchique de ces données elles-mêmes? Évidemment que la richesse de l'esprit, la sophistication de l'esprit a une origine, une essence. Voyez ce magnifique catalogue de bibliothèques établi sur des fiches intelligemment disposées dans un ordre voulu. Figurez-vous tous les casiers qui les contiennent renversés sur les planchers et toutes ces fiches elles-mêmes éparpillées pêle-mêle dans le plus terrible désordre. Pouvez-vous concevoir ces fiches éparses sortant d'elles-mêmes de ce chaos pour reprendre tranquillement leur ordre alphabétique et leur place exacte, chacune dans son casier spécial et chacun de ces casiers reprenant son rang sur les rayons, si bien que tout revienne à l'ordre et au dessin primitif. Quel conte miraculeux quand on y songe, nous ont conté ces sceptiques. Eh bien, oui, effectivement, vu sous cet angle-là, effectivement, il faut un ordonnateur, mais je pense que les sceptiques ne pouvaient pas ne pas penser à la réalité de cet esprit ordonnateur. La sensation, c'est le stimulus inorganisé. La perception, c'est la sensation organisée.
La conception, c'est la perception organisée. La science, c'est la connaissance organisée. La sagesse, c'est la vie organisée. Chacune d'elles occupe un degré supérieur d'ordre, de séquence et d'unité. Oui, bien sûr, c'est vrai, c'est ça. Mais curieusement, quand on atteint la sagesse, l'ultime degré, qui est l'extase aussi, l'éveil, la sagesse au sens spirituel du terme, quand on atteint l'extase, eh ben, toute cette organisation, l'organisation de la sensation, l'organisation de la conception, de la perception, de la science, de la connaissance, tout ça devient obsolète. Mais parce que l'humanité s'est réalisée, l'extase, ça ne peut venir que quand l'humanité est entièrement organisée, quand le système est organisé. Donc elle a fait tomber tout son système de pulsion, tout son système qui frelate en fait les sensations, pour revenir à la sensation pure. Il n'y a plus, c'est plus une sensation avec toutes les pulsions qui existent dans le monde animal encore. C'est-à-dire que le monde animal est dans la sensation absolue, dans l'immédiat, dans l'absolu, dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à l'extase d'une certaine façon, sauf qu'il n'y est pas, parce que lui traverse tout un tas de pulsions ingouvernables, l'agressivité, le désir, voilà, la jalousie, toutes ces, ou l'activité, l'envie de fabriquer des choses, le fait de dominer, voilà. Toutes ces choses-là sont dans son mental, en fait. Et donc, le chemin de l'humanité, tout ce travail de réflexion qui organise la conception, la sensation, la conception, la perception, la science, la connaissance, etc., tout ce travail-là est destiné à atteindre l'extase qui abolit tout ce travail de construction. Ça, ce n'est que le travail de construction, en fait. Mais même s'il reste en termes d'ossature, il disparaîtra en termes de présence. D'où viennent cet ordre, cet enchaînement, cette unité, point d'interrogation. Il ne procède pas des choses elles-mêmes, car il ne se révèle à nous que par des sensations qui nous parviennent en masse confuse par d'innombrables canaux. C'est nous qui mettons l'ordre, l'enchaînement, l'unité dans ce fâcheux dérèglement. C'est nous-mêmes, notre personnalité, notre esprit qui apportons à la lumière sur ces flots troublés. Luke se trompait quand il disait « Il n'y a rien dans l'intellect que ce qui était d'abord dans les sens ». Oui, c'est vrai que d'abord c'était dans les sens. Mais ces sens ne peuvent devenir humains qu'avec l'appui de l'intellect, qu'avec l'appui de la perception. Et Leibniz avait raison quand il ajoutait « rien si ce n'est l'intellect lui-même ». Des perceptions sans conception, dit Kant, sont aveugles. Si les perceptions se transformaient automatiquement en pensées ordonnées, si l'esprit n'était pas un effort actif pour faire sortir l'ordre du chaos, comment la même expérience pourrait-elle laisser tel homme dans la médiocrité et s'épanouir dans une âme plus active en lumière de sagesse et en splendide logique de vérité? Donc le monde est ordonné non de soi-même, mais parce que la pensée qui connaît le monde est elle-même une mise en ordre. Le premier degré de cette classification de l'expérience qui devient en dernier ressort science et philosophie. Les lois de la pensée sont également celles des choses, car les choses ne nous sont connues que par cette pensée qui doit obéir à ces lois, parce qu'elle ne fait qu'un avec elles. En fait, comme devait le dire Hegel, les lois de la logique et celles de la nature ne font qu'un.
et la logique se confond avec la métaphysique. La généralisation des principes scientifiques est nécessaire parce qu'ils représentent en fin de compte des lois de la pensée comprises et présupposées dans toute expérience passée, présente et future. La science est absolue et la vérité est éternelle. C'est à méditer, mais je pense que tous avaient raison. Ils regardaient ce cheminement à des moments différents, à des endroits différents. C'est juste un regard posé à différents endroits d'une même chose. Voilà. Après, nous attaquerons le 3, la dialectique transcendantale. Mais pour l'heure, je vais m'arrêter à cet endroit. Ça sera valable pour la prochaine philosophie. Je vous remercie de votre écoute si vous avez eu le courage d'arriver jusqu'à là. Et la témérité. Et voilà, si vous avez si vous trouvez un peu intéressant ce travail, ben, vous pouvez le signaler. J'oublie toujours de le préciser. Voilà. Mon but n'est pas de rentrer dans le chart des vidéos les plus vues du net. Voilà. Allez, à très bientôt. Merci.